Bonjour à tous et bienvenue au keynote de PyLadiesCon de la région EMEA. J'ai le plaisir de vous présenter l'orateur de cette keynote, Caroline Tervat-Xavier. Caroline est experte sur les sujets de diversité et d'inclusion et elle est la fondatrice de The Alliance, une entreprise d'expertise sur les sujets de recrutement et de diversité. En 2017, Caroline a cofondé le Meetup Paris Women in Machine Learning and Data Science, qui regroupe plus de 5000 membres. Dans cette séance, Caroline nous va dire plus sur cette communauté qui a pour fondement l'inclusion. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous y répondrons après la présentation s'il y a du temps. Et maintenant, bienvenue sur scène, Caroline. Merci. Bonjour Léna et merci, c'était une excellente introduction et je suis très contente de pouvoir commencer la journée pour la conférence PyLadiesCon. Donc ce que je vais faire pour qu'on commence en douceur ensemble, c'est que je vais en fait vous parler à la fois de WeMLDS, vous m'entendrez très souvent prononcer cet acronyme, et je vais aussi me présenter dans un premier temps puisqu'il s'agit d'un meet-up, d'une communauté que j'ai cofondée avec 4 autres personnes. Et en fait, en 6 ans, on est passé de 0 à 5100 membres. Donc, je vais me présenter. Tout d'abord, comme l'a dit Léna, je m'appelle Caroline Tervat-Xavier. Pour faire très simple, en fait, je suis recruteuse tech depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé dans la finance de marché, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Criteo dans le secteur des jeux vidéo et également dans une start-up. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai créé donc ma propre entreprise qui s'appelle The Alliance. Et c'est important parce que je ne travaille pas que en France, je travaille avec beaucoup de clients aux États-Unis, en Europe, etc., etc. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, comme l'a dit Léna, c'est l'inclusion. En fait, il y a 6 ans, j'ai donc cofondé le chapitre parisien de WeMLDS et j'ai continué en fait à être impliquée dans la communauté scientifique liée à l'apprentissage automatique, mais bon, on dit beaucoup plus souvent machine learning. Et par exemple, en 2019, j'ai été l'une des Inclusion Co-Chairwomen de la conférence REC6. Donc REC6, c'est pour les systèmes de recommandation. Ça a été très intéressant puisqu'il fallait venir des étudiants, des étudiantes qui n'avaient pas forcément les moyens de se déplacer jusqu'à la conférence, s'assurer qu'il y avait un ensemble d'intervenants et d'intervenantes divers et c'était très stimulant. Pour vous parler brièvement de mon entreprise, je vais vous donner en fait des exemples de choses que je peux faire. Donc The Alliance, en fait on va faire 3 choses. On va aider des entreprises de la tech à recruter, que ce soit des femmes ou des personnes sous-représentées en situation de handicap, qui ont plus de 50 ans, qui sont de nationalité étrangère, qui sont LGBT, etc., etc. Et donc par exemple, vous voyez en ce moment, je travaille avec Zalando en Allemagne, plusieurs mecs en France, des entreprises du secteur du jeu vidéo. On est aussi un organisme de formation et donc là on ne travaille pas uniquement avec le secteur de la tech mais ça peut être aussi l'industrie lourde, Warner Bros, etc. Et on a une dernière activité de coaching où là en fait je vais aider des développeurs, des développeuses, des CTO, des VP Engineering à trouver un emploi, à préparer une négociation, à préparer des entretiens dans de grandes entreprises, typiquement les GAFAM. Je vous donne un exemple. On a formé plusieurs managers au harcèlement et à la prévention des risques psychosociaux chez Warner Bros. J'ai aidé cette entreprise qui s'appelle Résilience à recruter plusieurs ingénieurs front-end, back-end. Et ce qui est intéressant, c'est que pour eux, vous voyez, je n'ai recruté que des hommes, mais que des hommes sous-représentés. Donc c'est assez intéressant. Je l'ai pas fait exprès, parce qu'en fait souvent c'est très intentionnel. Et là je vous l'ai dit, en ce moment je travaille beaucoup avec Zalando sur des postes liés au machine learning très spécifiquement. Et si jamais ces sujets de diversité, d'inclusion, de recrutement vous intéressent, tous les mois j'écris une newsletter en anglais avec une section en français. Donc si certains d'entre vous se sentent pas très à l'aise en français, c'est parfait pour vous. Et en fait, on donne des éléments de nouveauté sur ces sujets-là, plein d'informations, ça vous permet de faire de la veille.
Alors maintenant, je vais vous parler, là on a 25 minutes ensemble, plus les questions. Le programme qu'on se fixe, je vais vous parler en fait de l'objectif de WMLDS. Je vais vous présenter l'équipe mondiale, l'équipe parisienne, et ensuite je vais vous expliquer en fait tout le travail qu'on peut faire au-delà du meet-up. Parce que j'imagine que parmi vous, il y a plein de gens qui vont à des meet-up ou qui en organisent. Et donc vous allez voir, c'est pas juste organiser des présentations techniques. Et je conclurai sur l'élément qui me semble le plus important, l'engagement que nous avons pour faire de la tech, pour faire de l'IA un écosystème plus mixte, plus paritaire. Donc, on va commencer très simplement. Women in Machine Learning and Data Science a pour but de soutenir et de promouvoir les femmes et les minorités de genre qui travaillent, étudient ou sont intéressées par les domaines de l'intelligence artificielle et de la science des données. C'est très simple. Du point de vue mondial, parce qu'en fait, moi, vous voyez, j'ai créé le chapitre parisien, mais en fait, on s'est inscrite dans une histoire un peu plus globale. Eh bien, WMLDS a été créé en 2012 par une femme qui s'appelle Erin Ledel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en se rendant à la conférence NeurIPS, qui est la conférence scientifique quand on parle de machine learning, elle a assisté à des ateliers qu'on appelait les WML, donc les Women in Machine Learning. Et en fait, quand elle y a participé, ça lui a fait du bien de se retrouver en fait avec d'autres femmes. Et très souvent, lorsqu'elle se rendait soit à des meet-up, soit à des conférences, c'était un peu la seule ou une des seules femmes et elle se sentait un peu à part. Et donc, en rentrant chez elle, elle s'est dit, mais c'était tellement agréable qu'il faut que je fasse quelque chose. Et d'abord, WMLDS, ça a été une liste d'adresses mail, en l'occurrence 10 femmes. Et ensuite, elle a créé donc le Bay Area chapitre, donc pour San Francisco, en Californie, en 2013. Puis, en 2014, il y a eu celui de New York. Et aujourd'hui, l'équipe dans laquelle Erin travaille est composée de 4 personnes, dont moi-même. Alors, je devrais plutôt dire 6, parce qu'en fait, il y a 4 personnes aux États-Unis et 2 en Europe. Et en fait, on a un vivier de plus de 150 organisatrices à travers le monde. Et en fait, à toutes ces personnes-là, on peut ajouter les bénévoles, des personnes alliées ou des entreprises qui nous suivent depuis très longtemps. Si jamais vous avez des questions sur ces sujets-là, il y a un GitHub repo qui a été créé par Reshama, où en fait vous avez plein de chiffres, mais ils datent de 2019, donc je les ai pas mis aujourd'hui, pardon. Et en fait, moi, il y a un truc dont je suis très très fière aujourd'hui, c'est que la communauté WMLDS, comme je vous l'ai dit, elle est mondiale. Donc il y a 103 chapitres à travers le monde, c'est à peu près 36 pays. Et tenez-vous bien, en fait, ça regroupe plus de 73 000 personnes à travers le monde sur 6 continents. Et tout ça, moi, ma grande fierté, c'est de vous montrer que Paris est le 2e plus gros chapitre au monde, donc derrière San Francisco, et juste devant New York. Et le 4e, pour que vous sachiez, c'est celui de Nairobi. Et voilà, vous voyez un peu, là vous pouvez pas tout voir, mais les 103 chapitres, vous pouvez voir à l'œil un peu la répartition. Comme le mouvement s'est initié d'abord aux États-Unis, c'est là où il y a le plus grand nombre de chapitres. Et ensuite, l'Europe, l'Afrique. Et l'Asie n'a pas à rougir, notamment grâce à l'activité de l'Inde. Il y a une représentation très conséquente. Et j'avais aussi envie de vous montrer quelque chose. Vous pourriez vous dire, ok, mais où est-ce que le machine learning est peut-être le plus actif? Eh bien, sachez qu'il y a quasiment plus de 50% des membres de WMLDS qui sont localisés dans le nord de l'Amérique, donc aux États-Unis. Vient en second temps l'Europe, puis l'Asie et l'Afrique. Il y a un petit truc que je peux vous dire qui n'est pas forcément indiqué dans les chiffres, c'est que aujourd'hui on constate une vivacité des chapitres africains et je ne serais pas surprise que bientôt les chapitres africains en nombre surpassent ceux basés en Asie. C'est une petite prédiction. Et nous, si on se concentre un petit peu plus à l'Europe, qui est notre zone géographique, eh bien sachez que nous avons des chapitres à peu près partout, à Amsterdam, à Berlin, Bruxelles, à Cambridge, Copenhague, Dresden, Dublin, en Galice, à Helsinki, Limassol, à Chypre,
Londres, Madrid, Milan, Munich, Paris, Poznan en Pologne, à Nice. Donc on a 2 chapitres en France, vous l'aurez compris. On en a 2 aussi en Pologne et à Zurich qui était le tout premier chapitre européen. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que en fait pendant les différents confinements et les pandémies, le chapitre parisien a beaucoup fait de meet-up joints avec notamment Poznan en Pologne, Dresden, Kiev. On a beaucoup organisé de meet-up en ligne comme on ne pouvait plus se retrouver physiquement et c'était absolument génial. Voilà. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu de je vous ai présenté la photographie de la communauté dans le monde, on va se concentrer sur Paris. Pourquoi, avec le reste de l'équipe, on a décidé de créer le chapitre parisien? En fait, le constat, il est assez simple. C'est que il y a un tout petit peu moins de 12% de femmes qui sont chercheuses en IA spécifiquement. Sur votre droite, je vous ai mis des chiffres qui datent de 2017 et en fait, j'ai choisi de les laisser parce que les chiffres sont quasiment identiques aujourd'hui. Il y a quasiment pas d'évolution, on est à 13%. Donc ça, c'est intéressant en fait de voir que malheureusement, ça n'évolue pas pour une meilleure représentation. Et si on regarde à une échelle un peu plus globale, qu'on s'abstrait spécifiquement du machine learning, il y a à peu près 28% des chercheurs dans le monde qui sont des femmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est dit, ok, la situation ne peut pas perdurer. Il faut que, en fait, on crée des rôles modèles. Souvent, quand on parle d'IA, en fait, les gens pensent à un nom masculin ou un homme en tête. Et on s'est dit, il faut qu'on casse cette espèce de stéréotype IA égale homme. Et donc, on voulait mettre en lumière les femmes qui sont data scientists, qui sont chercheuses, qui sont professeurs et qui en fait présentent leurs travaux. Et c'était intéressant parce que on avait aussi constaté que dans les meet-up techniques, voilà, on pouvait parler de syndrome de l'imposteur, de comment préparer un entretien, c'est très bien. Mais en fait, on voulait aussi qu'on entende des femmes parler algorithme, parler code. Et ça nous paraissait essentiel. Et donc, il y a une chose que je peux souligner aussi, c'est que nous, on a un gros travail d'identification d'intervenantes qui sont inconnues. Et quasiment une intervenante sur 2 chez nous est quelqu'un qui présente publiquement ses travaux pour la première fois. Ça, c'est une très grande fierté de notre côté. Si jamais vous aimez les chiffres, là je vais vous mettre 2 graphiques qui sont intéressants. Encore une fois, celui-ci est complémentaire à celui que je viens de vous montrer. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle Element AI, c'est un des frères Bengio qui l'a créé. Ils ont compilé les données des personnes qui ont écrit les papiers sélectionnés à 3 conférences, donc NeurIPS, ICML et ICLR. Et on peut voir que vous voyez, c'est à Taïwan qu'il y avait le plus de femmes représentées avec 26%. La France arrive 3e avec 14,88% de femmes. On peut regarder, je sais pas, d'autres pays, par exemple l'Allemagne, vous voyez, qui est ici. L'Allemagne, on est à 7,58% de femmes. Bon, vous voyez, tout ça, c'est pas normal. Et il y a aussi un petit stéréotype auquel j'aime bien tordre le cou. Vous voyez, on peut se dire que les pays nordiques en Europe sont un peu plus exemplaires. Regardez la Suède, sur un gros échantillon, il n'y avait pas de femmes. C'est quand même regrettable. On peut aussi regarder une autre échelle. Là, ce sont des données qui ont été compilées par le European Institute of Gender Equality à partir de données disponibles sur LinkedIn. Et en fait, on a des données sensiblement similaires. Vous voyez, les professionnels femmes identifiées en IA, en France, on est à un tout petit peu moins de 20%. Ce qui correspond bien à ce qu'on a vu avec les autrices des papiers des conférences citées. On peut voir ici que la Lituanie est plutôt exemplaire. La Roumanie, aussi une bonne représentation, un tout petit peu plus de 25%, etc., etc. Donc nous, on a du travail, parce qu'il faut créer plus de représentation. Et en plus, si on va au-delà en fait des gens avec lesquels on peut travailler, regardez ça. Ça, ce sont des données qui nous viennent de l'UNESCO et qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. C'est pour ça que je choisis de les laisser. C'est très triste. Mais on va avoir à peu près 53% de filles dans les niveaux bachelor. On reste avec le même chiffre
quand on est au niveau master. Quand on regarde les femmes qui font des thèses, ça chute de 10%, on est à 43%. Et ensuite, les femmes chercheuses, on est à 28%, ce qui corrobore bien avec le chiffre que je vous avais montré un peu plus tôt. Donc il y a du travail, on a besoin de montrer qu'en fait les femmes existent, qu'elles font des choses intéressantes et qu'il faut les mettre en lumière et les faire se rencontrer et casser un peu les stéréotypes. Donc, voici l'équipe parisienne. Donc vous avez avec le haut rouge Gian Bénis, le haut vert Marie Saxic qui est comme Gian data scientist mais niveau senior. Je pense que vous m'avez reconnu. Juste derrière moi, il y a Juliette Bessaniel. En beige, vous avez une chercheuse en IA qui s'appelle Chloé Agathe Azencott. Et juste à côté, vous avez Nathalie Cherneska. Alors j'adore Nathalie parce qu'elle est polyglotte et c'était important pour nous, mais Nathalie n'a pas le même âge que nous. Et en fait, on avait très à cœur qu'il y ait une diversité aussi dans l'équipe organisatrice. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a on est presque à 5200 membres. Et si jamais vous ne nous connaissiez pas et qu'un jour vous passez à Paris, vous voyez là, au mois de janvier, on va aller visiter le musée des mathématiques qui a ouvert cette année à Paris. Si jamais vous êtes là ce week-end, venez avec nous avec grand, grand plaisir. Donc vous pouvez nous rejoindre sur la page Meetup. Et nous aussi, on a été chercher un petit peu de données sur qui vient à nos Meetup. Eh bien, figurez-vous que c'est plutôt des gens qui sont issus de l'industrie, qui travaillent au sein d'entreprises, donc des data scientists, des machine learning engineers, ça peut être des développeurs, des développeuses. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des étudiants, des étudiantes qui font une thèse. On a à peu près 11% de personnes qui font de la recherche académique. Et ensuite, ça reste assez hétérogène. Ça va être des gens qui sont sales, des recruteurs, des recruteuses, enfin des gens qui viennent pour des raisons tout à fait différentes. Et quelque chose aussi qui peut vous inspirer si jamais vous organisez des meet-up. Nous, on a un rythme à peu près un meet-up tous les mois et demi ou tous les 2 mois. Et tout est intégralement gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Souvent, on nous dit, mais est-ce que les hommes peuvent venir? Bien entendu. Mais en fait, je dois vous dire que ce n'est pas forcément vrai dans tous les chapitres. En fonction des pays, il peut y avoir un choix de non-mixité. Nous, on s'est dit à Paris que nous avions besoin que les hommes participent à nos événements parce que malheureusement ou heureusement, ce sont eux qui ont le pouvoir de décision en majorité dans les entreprises et qu'on a besoin de les sensibiliser et qu'on a besoin d'eux pour changer le visage de la tech. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand ils viennent à nos meet-up, ils nous disent une chose, pour une fois, je me retrouve en minorité et je vois à quel point, en fait, c'est pas forcément facile et j'ai envie de faire mieux pour plus d'inclusion dans mes équipes. Quand on entend ça, on est assez fiers. On a fait notre travail. Et si un jour, vous venez à un no meet-up, en fait, la structure, elle est assez simple. Vous avez toujours 3 présentations. Une issue de la recherche académique, une seconde issue d'une entreprise, donc de l'industrie, et une troisième qui va venir créer des ponts entre des domaines de recherche. Ça peut être l'économie, le journalisme, le recrutement. On peut organiser une table ronde au cours de laquelle, par exemple, c'est le seul moment où on peut avoir des intervenants hommes qui interviennent, parce que on ne veut pas reproduire les mêmes biais que nous avons pu constater par le passé. Entendez-moi, quand on fait un panel, il faut un peu de tout le monde. Il ne faut pas juste une typologie de personnes. Et quelques exemples, vous voyez, de thèmes qu'on a pu traiter. La factorisation matricielle, ça va être comment identifier les erreurs d'écriture dans un moteur de recherche, par exemple chez Deezer. Deezer, c'est l'équivalent français de Spotify. On a eu un meet-up il y a 3 jours. On a parlé de reinforcement learning, donc d'apprentissage par renforcement. Et on a eu aussi une présentation sur l'agisme, la discrimination liée à l'âge. Vous voyez, c'est très fidèle à ce que je vous ai présenté. Et pareil, ça c'est une grande fierté pour l'équipe. Qu'est-ce que nous disent nos membres quand ils viennent à nos meet-up? Très souvent, ils nous disent « j'ai appris plein de choses, en fait, j'ai appris de nouvelles notions, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. » Et ça, c'est très important. Parce que si vous êtes sous-représenté et que là, soudainement, à un meet-up, vous voyez plein de gens comme vous, ça peut vous donner envie, en fait, de rester dans votre métier. Ça vous donne aussi un peu plus de force. Donc ça nous tient très à cœur.
Il y a plein de gens qui nous disent, je vois aussi d'autres possibilités qui s'offrent à moi. Donc ça peut être du point de vue technique ou du point de vue de la carrière. Et alors ça, c'est le truc qui revient le plus. Je me sens accueillie. C'est un univers très bienveillant. Et c'est vrai que ça, c'est clairement lié à notre personnalité aux organisatrices. On veut vraiment que les gens soient respectueux les uns des autres, très chaleureux. Et c'est souvent comme ça que notre communauté est décrite. Si jamais, voilà, les gens n'ont pas la possibilité de venir à nos meet-up, on y a pensé, notamment pour les parents et les femmes qui ont des enfants. En fait, on va tout mettre à disposition en ligne. Typiquement, sur la page Medium, on va mettre les slides, un résumé de chaque meet-up. Quand nos meet-ups sont filmés, on les met à disposition sur notre chaîne YouTube. On a une communauté sur Slack qui nous permet de garder contact avec toute la communauté. Et voilà, en fait, ce que nous on fait. Et ça aussi, c'est beaucoup de travail en tant que bénévole. Si jamais vous pouvez nous suivre sur Medium, donc voilà les résumés en fait de nos derniers meet-up. Vous voyez, il n'y a pas celui de cette semaine, mais la dernière fois on a parlé de LLM, de prédiction de turnover et de comment trouver un emploi en France quand on est étranger dans le secteur de l'IA. Voilà, et il y a un petit truc qu'il faut pas mettre de côté. En 2019, nous avons remporté un prix dont nous sommes très fiers. C'était le Women in Tech Challenge et dans la catégorie sciences et recherche, pour tout le travail qu'on a pu mener au sein de WMLDS, on a reçu une récompense. Et donc là, vous n'avez pas toute l'équipe que je vous ai présentée parce qu'en fait, il y a plein de nouvelles personnes, mais vous avez Nathalie, Chloé et moi-même. Alors maintenant, je pense que c'est la partie qui va peut-être le plus vous intéresser, c'est tout ce qu'on fait au-delà du meet-up. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant créé ce meet-up, aujourd'hui on fait partie d'un écosystème. Donc là, on se concentre vraiment sur l'écosystème français. Typiquement, il y a eu un rapport qui s'appelle Friends is AI, un autre rapport, un rapport Villani sur la présence des femmes dans l'informatique et dans la recherche en général. Chloé a fait partie de cela. On est très régulièrement sollicité pour intervenir dans différentes communautés ou dans des écoles. On travaille aussi beaucoup avec des communautés comme Rexis FR, donc la communauté qui travaille sur les systèmes de recommandation, la communauté Scikit-learn. Donc ça c'est important parce qu'on a pu organiser c'est pas un hackathon, excusez-moi, je n'ai plus le terme, mais tout un week-end, en fait, on a appris à des femmes à commiter sur Scikit-learn et en fait à participer à un projet open source parce que je ne vous apprends rien. Il y a une sous-représentation des femmes dans les projets open source et c'est quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Donc on a formé à peu près 30 personnes en une journée, 30 femmes, au fait de comité sur Scikit-learn. Et après, on fait plein de collaborations. Vous voyez, on en a fait un il y a pas si longtemps, où on veut en faire un avec PyLadies à Paris. Sinon, on a fait avec Women Who Go, Ladies of Code, Paris Data Ladies, etc. Et aussi, on aide très régulièrement nos membres à trouver un emploi, un stage, une thèse, et ça c'est aussi une partie de notre travail. Et en plus du meet-up, en fait, toutes les organisatrices vont promouvoir la mixité, la diversité et l'inclusion dans leurs actions. Donc moi, typiquement, j'ai été invitée au Parlement européen pour parler du genre dans la tech. J'ai participé à la conférence Rexis. Nous avons aussi des interactions avec des étudiants qui sont au lycée. Donc il fut un temps, une de nos organisatrices qui s'appelait Marina, allait dans une intervention qui s'appelle Aujourd'hui je code, et donc il passait une journée à faire découvrir le code à des lycéens. Chloé Agathe a écrit un livre sur l'apprentissage automatique. Et en fait, c'est ce que je vous disais aussi, là vous avez sur la photographie un de nos membres qui s'appelle Jean-Marc. En fait, on s'entoure d'alliés, c'est-à-dire que ça peut nous arriver d'avoir des hommes qui nous sollicitent pour nous dire « Écoute, en fait, dans mon équipe, je n'ai que tel type de personnes, ça ne me convient pas, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc on peut aussi essayer de les aider ou de les mettre en contact avec éventuellement des chercheuses, des data scientists qui cherchent un emploi.
Et ensuite, on implique beaucoup nos membres, c'est-à-dire que on leur propose en fait d'être bénévoles, de nous aider durant les événements, de nous proposer des intervenantes. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est ce qui nous fait avoir le plus d'intervenantes inconnues, si je puis dire. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, 50% d'entre elles parlent pour la première fois. Bah, c'est aussi grâce à nos bénévoles. On peut aussi proposer d'écrire sur notre page Medium un article sur la négociation salariale, sur des sujets techniques. Et on organise aussi ce qu'on appelle des brown lunch bags, où on va prendre un papier de recherche et on va le lire ensemble et on va le décortiquer pour voir comment chacune pourrait l'utiliser au sein de son entreprise ou de son laboratoire de recherche. Et bien ça aussi, il y a une grosse communauté de bénévoles qui nous aident. Et je vais conclure très doucement sur notre engagement pour plus de mixité, parce que vous allez voir, moi j'ai été plutôt positive. Jusque-là, je vous ai un peu baladé à travers le pays de oui oui, tout est magique, les gens sont très bienveillants, mais en fait il y a quand même beaucoup de travail. Et si jamais vous avez envie de recruter des personnes sous-représentées, notamment des femmes, sachez que sur le site internet de WeMLDS, vous avez la possibilité de partager un descriptif de poste de façon gratuite et il se retrouvera en fait sur notre job board. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est pas surprenant, mais il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui le font. Ce serait vraiment génial qu'il y ait plus d'entreprises européennes qui le fassent, parce qu'en fait, ça peut permettre de recruter gratuitement des gens très bien. Je voulais pas aussi faire cette keynote sans vous dire, vous, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Si vous recrutez, par exemple, sachez que les femmes candidatent moins si vous mettez énormément de critères de sélection. Donc, soyez attentifs et attentives à la façon dont les offres d'emploi sont rédigées. Mettez vraiment l'essentiel. Ne faites pas votre liste de courses où vous mettez tout, même les choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Parce que, on le sait, une femme va candidater quand elle voit qu'elle a à peu près 100% des compétences listées, alors qu'un homme va le faire quand il a à peu près 60% des compétences. Donc vous voyez bien que plus vous mettez de points, plus vous excluez ou moins vous optimisez vos chances d'attirer des candidates. Si vous managez, par exemple, sachez que les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire. Alors là-dessus, je trouve qu'il y a de vrais progrès. En tout cas, moi, je le remarque à mon échelle. Et en tant que manager, peu importe votre genre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est demander une promotion pour elles, soutenir une augmentation salariale. En fait, c'est votre rôle aussi de manager que d'accompagner les personnes sous-représentées dans la réalisation de leur carrière. Autre possibilité, amplifier leur voix. Typiquement, si vous êtes invité à un événement, que vous êtes un homme et que vous constatez que vous êtes très régulièrement invité, vous pouvez proposer à une collaboratrice de venir avec vous ou alors de vous remplacer. Parce que vous savez que ça va venir assez souvent. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi annuler. Moi, j'ai beaucoup d'ingénieurs qui refusent de participer à des panels, enfin des discussions, lorsqu'il n'y a que des intervenants masculins, par exemple. Et renseignez-vous sur ce que sont les biais inconscients, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui jouent au travail. Certaines choses, vous pouvez agir sur ces dernières, notamment sur le stéréotype. Et là, je viens de vous le parler, mais refusez de participer à un panel. Ayez conscience que quand vous allez boire un coup, par exemple, c'est pas le truc le plus inclusif de la planète. Et mettez en place, par exemple, comme PyLadies l'a fait, un code de conduite pour créer un espace inclusif et accueillant pour tout le monde. Et en fait, je vais insister là-dessus, parce qu'on pourrait se dire, ouais, elle exagère, Caroline, ça va de mieux en mieux. Non. Regardez cette photographie. Donc ça, c'était je crois, le 17 novembre, alors on va dire mi-novembre. En France, à Station F, a été annoncée la création d'une grande entreprise qui s'appelle Qt AI, 300 millions d'euros d'investissement. Et là, vous avez l'équipe d'investisseurs et l'équipe fondatrice de l'entreprise. Vous pourriez vous dire, ouais, mais regarde, Caroline, il y a une femme. Alors ne vous inquiétez pas, elle ne fait pas de machine learning ni de data science, puisque c'était l'animatrice de la présentation du jour. Donc, il faut toujours rester vigilante. Et pourquoi je vous en parle? Parce que nous, au sein de WeMLDS, ça nous a vraiment rendu furieuses. En aucun cas, on n'a pas spécialement envie d'être invités, mais nous n'avons pas été invités à assister à cet événement
Donc c'est quand même grossier. Et par ailleurs, en fait, on n'est jamais sollicité pour éventuellement les aider à constituer des équipes plus diverses, et je trouve ça assez regrettable. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se fichent pas mal des questions de diversité et d'inclusion. Donc le combat et le travail continuent. Si vous avez envie d'aller plus loin, je transmettrai à l'équipe de PyLadies des références que vous pourriez consulter pour voilà, des podcasts, pour avoir envie de muscler votre connaissance du sujet. Et n'hésitez pas, j'ai écrit aussi un article sur les 10 choses que j'ai pu apprendre en créant WMLDS. Ça n'a pas pris une ride, malheureusement. Et si vous avez envie de rester en contact, voici les informations que je partage avec vous. Il y a l'information de WMLDS au global. Vous pouvez nous suivre sur X. J'ai pas pensé à changer le logo. J'arrive pas à dire X. C'est Twitter pour moi. Et n'hésitez pas à garder contact avec nous. Et maintenant, je vais laisser le micro à Léna, qui je crois peut voir vos questions, et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment inspirante. C'est incroyable ce que vous avez réalisé avec la communauté. Et réellement, les gens te félicitent pour votre travail dans les chats. On a quelques minutes pour des questions et il y a quelques questions dans les chats. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en créant l'organisation dans plusieurs pays? Alors, ça c'est intéressant. Déjà, je vais commencer par répondre pour Paris parce que c'est ce que je connais le mieux. Au tout début, donc il faut remettre les choses dans le contexte, on était en 2017 et il venait d'y avoir la publication, vous vous souvenez de ce document de 10 pages de James Damore, qui était un ingénieur de chez Google qui avait descendu la politique diversité de Google. Et en fait, il y avait un climat très anxiogène vis-à-vis de tout ce qui touchait à la diversité. Et quand on s'est lancé, le fait qu'on s'appelle Paris Women in Machine Learning and Data Science, beaucoup d'hommes se disaient je ne peux pas venir à ces meet-up, et donc il y avait la résistance. Et donc il a fallu qu'on explique non. En fait, quand tu viendras chez nous, tu écouteras des femmes présenter leurs projets, mais tout le monde est invité. Et donc au tout début, on a eu 80% de femmes dans le public, 20% d'hommes, et aujourd'hui, on a une mixité parfaite, on est à 50-50. Et on a beaucoup d'hommes qui viennent quasiment à chaque meet-up, donc qui aiment cette communauté. Ensuite, pour répondre à la question de la personne, en fait, il faut prendre en compte les différences culturelles. Je vous donne un exemple que j'ai pas forcément pris le temps. Dans les chapitres africains, en fait, les communautés sont parfois un peu plus petites. Les meet-up n'ont pas lieu le soir, mais le week-end, parce que culturellement, c'est plus simple. Les gens vont cuisiner et il y a une mixité aussi évidente. Il y a certains chapitres dans des pays dont je vais pas citer, mais en fait c'est en non-mixité. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas venir parce que ce sont des pays où la sécurité des femmes n'est pas toujours garantie et où le fait de travailler sur ces sujets-là n'est pas encouragé. Donc pour leur sécurité, en fait, les organisatrices ont décidé de ne pas ouvrir les chapitres aux hommes. Et ça, vous voyez, c'est des sujets dont on parle dans l'équipe mondiale. On est à l'aise avec ce que les organisatrices souhaitent mettre en œuvre. Le tout, c'est comment est-ce qu'on l'explique. Voilà. Je peux vous donner un exemple un peu triste. Il y a certains groupes meet-up qui, quand on a fait les meet-up en ligne, on avait il y avait des personnes qui partageaient des contenus pornographiques dans le chat pendant les présentations. Donc en fait, il faut toujours être très vigilant. Là, on a vu que notre site pouvait rediriger parfois vers des contenus à caractère pornographique. On a tout de suite agi sur le sujet. Vous voyez, en fait, le fait qu'on incarne quelque chose lié à la diversité et l'inclusion, on peut être menacé, ou en tout cas, il y a des gens qui nous observent. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a une autre question. La plupart de la documentation des software est en anglais. Oui. Tu penses qu'il existe une barrière linguistique pour la communauté Women in Machine Learning and Data Science française?
Alors c'est intéressant parce que c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Quand on travaille sur des sujets liés à l'intelligence artificielle et la science des données, la communauté mondiale est gigantesque. Et en fait, quand on travaille sur ces sujets, si on a envie que ces travaux soient lus, soient vus, soient critiqués pour qu'on puisse éventuellement aborder des points qu'on aurait omis de traiter, l'anglais est quand même beaucoup plus évident. Et en France, il y a quand même beaucoup d'efforts. Là, le dernier exemple en date, le livre blanc de l'IA générative, il est en français. L'UNESCO peut par exemple mettre à disposition des documents qui sont traduits systématiquement en anglais, en espagnol, en français, etc., etc. Donc, sur certains sujets, je dirais génériques, on aura de la documentation et des écrits en français. Sur la partie technique, je sais qu'il y a eu un effort, notamment chez Scikit-Learn, d'avoir quelques éléments en français. Je me pose la question, parce que je l'ai jamais vu moi-même, mais sur Hugging Face, est-ce qu'il y a la documentation en français? Je serais surprise que non, mais je n'en suis pas certaine, à vérifier. Donc si la personne se dit, voilà, moi je ne parle que français, comment est-ce que je fais? J'admets que c'est restrictif finalement en fait de parler une seule langue en l'occurrence. Donc je crois que je dirais faut essayer en fait de progresser un peu en anglais et comme ça le champ des possibles devient de plus en plus grand. Et vous voyez, nous on utilise l'anglais parce que nous voulions être inclusives. On voulait que nos meet-up, et c'est le cas, nous avons beaucoup de personnes de nationalité ukrainienne, russe, hispanique, des personnes italiennes qui viennent, en fait, le fait qu'on ait un meet-up en anglais, du coup, elles peuvent participer. Et d'habitude, elles ne vont pas aux meet-up qui sont exclusivement en français parce qu'elles ont du mal à suivre. Donc, peu importe le choix qu'on fait, on va forcément laisser quelques personnes de côté. Nous en avons conscience. C'est effectivement correcto. Il n'y a actuellement aucune autre question dans les chats. Maintenant, c'est la dernière opportunité. J'espère 3 secondes. Et donc, merci encore, Caroline, pour toute réponse. Et je vous souhaite une excellente journée, que les présentations soient extrêmement stimulantes. Et merci d'avoir suivi cette présentation et au plaisir de vous suivre plus tard sur YouTube, sur Meetup. Bonne journée. Merci beaucoup.